Let's go pour un nouveau thread d'horreur, les amis. Et j'ai même des amandes. J'aime trop ça. Et je m'étouffe avec, en fait. Aujourd'hui, 3 histoires qui se déroulent dans des lieux différents et que j'ai beaucoup aimé. C'est parti. Angela travaille dans un fast-food. Elle est du matin et part chaque jour à 3h30 pour assurer l'ouverture du restaurant. Elle est en équipe avec une des responsables qu'elle apprécie énormément. Avant qu'elle n'arrive chaque matin, sa responsable lui demande de lui envoyer un message afin qu'elle puisse lui ouvrir la porte. Lorsqu'elle arrive, Angela remarque un homme sur le parking. Cet homme se tient dans l'angle le plus éloigné, près de sa voiture, et la fixe d'un regard inquiétant, presque menaçant. Il pleut abondamment à ce moment-là et Angela ne comprend pas trop pourquoi cet homme reste debout sous la pluie à une heure si tardive alors qu'il pourrait s'installer à l'abri dans sa voiture. Mais elle ne se pose pas plus de questions. Elle gare son véhicule, puis envoie un message à sa responsable afin qu'elle lui ouvre la porte. Quelques instants plus tard, elle l'aperçoit à l'entrée, qui lui fait signe de venir. Angela la salue tranquillement, mais sa responsable a l'air assez soucieuse. Elle la presse de pénétrer dans le restaurant et elle a l'air assez mal à l'aise. Elle lui demande si elle a vu l'homme dehors. Angela répond par l'affirmative, sans ajouter quoi que ce soit. Sans plus de discussion, les deux commencent leur travail. Elle prépare la cuisine et le restaurant pour l'ouverture. Quelques minutes plus tard, sa responsable l'informe qu'elle va vérifier les enregistrements des caméras de sécurité afin de s'assurer qu'aucun incident ne s'est produit durant la fermeture du restaurant. Elle finit par appeler Angela, qui la rejoint dans son bureau. Elle lui montre l'écran de surveillance. Sur les enregistrements, on peut voir l'homme qui se tient dehors. Minuit. C'est l'heure indiquée sur l'enregistrement qu'elle lui montre. Devinez quoi ? L'homme qui se tient dehors était déjà là. Cet inconnu est sur le parking, exactement à l'endroit où Angela l'avait aperçu plus tôt, depuis des heures. La responsable fait défiler l'enregistrement et Angela se rend compte, stupéfaite, que cet homme est demeuré parfaitement immobile, au même endroit, jusqu'à maintenant. Il est désormais 3h50 du matin. Angela se précipite dans le hall pour voir si l'homme est toujours là. Elle le voit effectivement, toujours posté près de sa voiture. Elle se dit, ou du moins espère, qu'il s'agit simplement d'un individu qui attend l'ouverture du restaurant pour prendre son petit déjeuner. Elle trouve ça un peu étrange, mais elle continue son travail. L'homme n'a rien fait de mal après tout, il est juste debout sur le parking. Soudain, elle entend des coups violents frapper à la porte d'entrée. Elle s'en approche et aperçoit l'homme, juste devant. L'homme martèle la porte et elle lui dit à travers la vitre que le restaurant est fermé et qu'il n'ouvrira que quelques heures plus tard. Mais l'inconnu est imperturbable et il continue de tambouriner sur la vitre. Angela ne sait pas trop quoi faire, mais elle se dit que ce n'est pas en tapant comme ça qu'il va casser la porte. Elle reprend ses activités en se disant qu'il va s'arrêter tout seul, jusqu'à ce qu'elle entende un énorme bruit de verre brisé. Elle se précipite dans le hall et découvre que la porte vitrée vient de voler en éclats. L'homme est désormais en train de pénétrer dans le restaurant. Dans un élan de lucidité, elle crie à sa responsable de fuir par la porte arrière. Et toutes deux s'échappent sans attendre. Elles courent jusqu'à leurs véhicules respectifs et appellent immédiatement les forces de l'ordre. Les policiers arrivent environ 15 minutes plus tard et interpellent l'individu, qu'ils menottent sans ménagement. Ils leur expliquent alors qu'il s'était caché dans le placard à balai, situé à l'arrière du restaurant, armé d'un long couteau. Il est assez facile de deviner ce qu'il comptait en faire. Depuis cet événement, Angela est traumatisée et ne veut plus jamais travailler en matinée. Alors j'aimerais juste saluer à quel point Angela est chill, parce que je suis au fast-food et il y a un pélo qui se tient dans la nuit sous la pluie depuis 3 heures. Je pense que je suis dans le mal. C'est-à-dire que je travaille, mais je suis pas sereine. Puis même l'idée de « bon, il va pas casser la porte ». Bah si. Enfin, après, il suffit de prendre un caillou et tu tapes dessus et voilà. Parce que là, on n'a pas le contexte de comment est-ce qu'il a tapé. Est-ce qu'il a fini par briser la porte avec ses propres poings, ce qui prend une force surhumaine, enfin, quoique. Ou est-ce qu'il a pris une pierre ou quoi que ce soit. Mais je pense que j'aurais direct appelé la police si le mec avait commencé à taper et même après que je lui ai dit que ça avait pas encore ouvert. La famille de Paul, sa petite sœur, ses parents et lui ont emménagé dans une nouvelle maison située en périphérie de la ville. Ils voulaient acquérir une demeure plus grande et après des années à économiser, ils ont enfin pu réaliser leur souhait. La maison est incroyable avec un système d'interphone intégré à chaque pièce pour communiquer depuis n'importe quel endroit de la maison. Ils ont même pu bénéficier d'un prix avantageux car la demeure servait auparavant de maison témoin. Celle-ci comportait un grand espace en mezzanine, accessible par 2 escaliers, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Cet espace était si ouvert qu'on pouvait entendre le moindre son venant de l'intérieur. Un jour,
Alors qu'il était encore au lycée, Paul invite 2 de ses meilleurs amis chez lui, un garçon et une fille. Les 2 sont inséparables et toujours très tactiles. Ils se cherchent, ils se tournent autour sans vraiment se mettre en couple, bref. Ils regardent tous ensemble la télé en cette même mezzanine. Paul se lève car il a une envie pressante et les laisse seuls. Quand il part, les 2 sont enlacés sur le canapé, mais à son retour, il les trouve chacun à une extrémité opposée du divan. Paul se dit qu'ils se sont disputés et il leur demande ouvertement quel est le problème. Je crois que ta petite sœur est rentrée, lui dit la fille. Paul devient aussitôt livide et ses amis le remarquent et lui demandent ce qui ne va pas. Paul leur demande alors ce qui a bien pu leur faire penser que sa petite sœur était rentrée à la maison. Les 2 répondent qu'ils l'ont clairement entendu. En effet, ces 2 amis jurent avoir entendu ce qu'ils croyaient être sa sœur rire et courir dans les escaliers, frappant des mains contre les marches, comme si elle grimpait à 4 pattes. Mais Paul est certain que personne n'est rentré à la maison. Ils font le tour de la propriété et Paul a bel et bien raison. Ils sont seuls. Les 3 adolescents flippent un peu, mais oublient vite cette histoire. Paul apprend alors qu'avant de devenir une maison témoin, la maison était habitée par une famille. Une petite fille y avait trouvé la mort après avoir joué dans la mezzanine. Elle serait montée sur la rambarde et aurait fait une chute fatale. Paul n'a jamais rien vécu de surnaturel ou d'étrange dans cette maison, sauf une chose. Juste à côté de l'endroit exact où la fillette était tombée, se trouvait l'unité centrale du système d'interphone de la maison. Chaque pièce en était équipée, permettant de diffuser la musique ou de communiquer d'un étage à l'autre. Or, à intervalles réguliers, toujours à la même heure de la nuit, il se réveillait au son d'un grésillement étrange. L'interphone était allumé et quelqu'un semblait maintenir le bouton enfoncé, sans jamais prononcer un mot. Hello. La chambre de Paul se trouvait au 3e étage et il devait descendre jusqu'à l'unité principale pour couper le son. Chaque fois, il craignait de rencontrer la petite fille. Mais, malgré sa peur, il ne lui est jamais rien arrivé en descendant. Cette histoire, je la trouve assez effrayante quand même. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quand même 2 personnes, 2 témoins, qui ont entendu un rire alors qu'il n'y avait personne. Et ça coïncide avec l'histoire ancienne de la petite fille qui a trébuché, donc qui est tombée par-dessus la rambarde, ce qui est assez glauque. Et l'histoire de l'interphone, bon, je pense pas qu'il y ait forcément une corrélation. Après, si c'est toujours à la même heure de la nuit, etc., peut-être que si, en fait. Mais cette histoire, je l'aime bien. Cette histoire, elle est pas... Enfin, si on part du postulat que la personne dit la vérité, c'est vraiment effrayant. Parce que bon, on sait jamais, c'est Internet, donc à tout moment, la personne rajoute des détails, etc. Mais on part du postulat qu'on la croit, d'accord? Donc si on donne le bénéfice du doute, c'est flippant de fou. C'est vraiment flippant, j'adore cette histoire. Après, ça veut dire que la petite fille, si c'est elle qui appuie sur l'interphone, elle est chill, hein. Elle veut juste parler, en vrai, c'est... Enfin, elle veut pas parler, peut-être qu'elle veut juste faire peur, en fait. Steven a 7 ans et vit avec sa mère et son beau-père. Il a une demi-sœur de 15 ans qui vient passer les week-ends chez eux. La famille vit dans une grande maison sur la propriété de sa mère. La demeure est entourée d'une dense forêt et la maison est en elle-même assez isolée. Mais le village où ils vivent est calme, si bien que les gens ne ferment pas vraiment leurs portes à clé et tout le monde se connaît. Or, une série d'événements tragiques est venue remettre en cause cette tranquillité. En effet, un homme qui vit à seulement 2 rues de chez eux commet un acte tragique. Cet homme a tué sa petite amie et toute la famille de celle-ci. Les meurtres ont eu lieu dans la maison de cette même petite amie, lors d'un dîner. Il s'est par la suite avéré qu'il avait aussi tué ses propres parents, crime découvert peu après celui du meurtre de sa petite amie et de sa famille. L'homme n'a pas été capturé et les forces de l'ordre local collaborent avec la police du Tennessee, car des témoins l'ont aperçu dans cet état. Dans ce climat de peur, la mère est très réactive et décide de faire installer un système de sécurité. Des alarmes sont placées sur chaque fenêtre et chaque porte de la maison. Un samedi, sa mère reçoit un appel urgent la conviant à se rendre immédiatement au travail. En raison de la nature de l'urgence, elle estime préférable que les enfants restent à la maison. Avec l'alarme et en verrouillant bien les portes, elle se dit qu'ils sont en sécurité. Un peu plus d'1 heure après le départ de la mère, les enfants sont plongés dans un film lorsque soudain, l'alarme se déclenche. Pris panique, ils se précipitent vers le panneau de commande. Et en chemin, ils passent devant une très grande porte vitrée. Et ce qu'ils aperçoivent derrière, les fiches sur place. Un homme est en train de forcer la porte avec un pied biche. Lorsqu'il les remarque, il croise le regard de Steven. Celui-ci est pétrifié. Puis l'homme prend la fuite en un éclair et se dirige vers la forêt derrière la maison de leur mère. L'image de cet homme et le regard sinistre qu'il leur lance ne les quitteront jamais. Les enfants appellent immédiatement la police, puis leur mère, qui a déjà été alertée par la société d'alarme.
En raison de l'isolement de la maison, leur mère arrive avant même les policiers. Lorsque la description de l'homme est donnée, la police comprend immédiatement qu'il s'agit du fugitif recherché. Une investigation approfondie est lancée dans la journée, aussi bien sur la propriété que dans les bois environnants. C'est dans ces derniers qu'ils découvrent des mégots de cigarettes, de nombreuses boîtes de conserve, des bouteilles de soda et un campement de fortune. L'homme avait vécu derrière leur maison pendant un certain temps et il volait même des déchets dans leur poubelle. Lors de son arrestation, quelques heures après l'incident, l'homme admet avoir observé la famille pour apprendre ses habitudes et savait qu'il pourrait profiter de l'absence de ses occupants pour s'introduire dans la maison. Même aujourd'hui, alors qu'il est adulte, cet événement continue de hanter Steven. Cette dernière histoire, elle pourrait vraiment être sponsorisée par une société d'alarme ou un système anti-effraction. Vraiment, c'est très drôle. Enfin, pas l'histoire, hein. Pas l'histoire, juste le fait que ça puisse être sponsorisé. À l'aide, je m'enfonce, je suis dans la sauce. Si vous avez des anecdotes similaires à partager, en commentaire ou alors carrément sur mon mail, je pourrais peut-être lire vos histoires si ça vous intéresse. Il se cherche... les annonces. Je mourrais. Il me faudrait vraiment un micro, vous voyez, un bras comme ça qui descende, comme ça je n'aurais pas à avoir un micro cravate parce que je peux pas les accrocher, ça frotte contre mes vêtements. Au moment où cette vidéo sortira, j'aurais sûrement fait une wishlist, donc Throne. Peut-être que j'aurais mis mon Blue Yeti dessus, un micro avec un bras de micro, ce serait super bien. Donc si vous voulez contribuer, il n'y a aucune obligation bien sûr. Le lien est en bas, donc si ça vous intéresse, il y a ma cabinet Coffee et il y a mon lien wishlist. C'est arrivé à la fin de ce deuxième thread d'horreur sur ma chaîne, je t'aime, sachant qu'il y a déjà un premier thread d'horreur, donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir, il est juste ici. Et il y a aussi une autre vidéo qui est sur un tout autre sujet, qui est sur le thème des anges pleureurs, donc les anges de Doctor Who. Si le sujet t'intéresse et que tu ne le connais pas, fonce. J'adore faire des vidéos, franchement. Mais pourquoi je n'ai pas attaqué plus tôt en fait? C'est trop bien. Je vous aime. Bisous de Hélène. À prochaine. À prochaine. Est-ce que je peux faire une outro qui tient la route? Parce que la dernière fois c'était à la prochaine dans une prochaine vidéo, maintenant c'est à prochaine. Vraiment, plus ça va, plus mon QI baisse en fait. C'est ça, c'est drôle.